Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes mes lectures du mois de janvier. Alors il me semble que je ne l'avais pas fait pour le mois de décembre et pour le mois de novembre, je suis plus trop sûre, peut-être que j'ai fait octobre-novembre, mais je crois qu'en décembre j'avais pas énormément lu et du coup les lectures que j'avais étaient prévues soit pour la vidéo où je lisais de la romance, soit pour d'autres vidéos et du coup je me suis dit que ça servait un petit peu à rien de faire un update lecture. Mais franchement ce mois de janvier a été très fructueux, j'ai très bien commencé l'année déjà premièrement parce que je trouve que j'ai beaucoup lu, enfin j'ai lu 8 livres là, mais je vais vous en présenter 9 parce qu'il y en a un que j'ai pas encore terminé, mais aujourd'hui on est que le 30 et il sera terminé d'ici demain, donc avant le début de février. Du coup on pourra compter 9 livres pour le mois de janvier et en plus de ça pour la plupart c'était des lectures hyper qualitatives que j'étais très contente de lire. J'ai passé des bons moments de lecture, donc en fait je suis trop contente. J'espère que ça donne un peu le ton pour l'année et que toute l'année va s'organiser de la même manière et que je vais avoir de très bonnes surprises, mais étant donné que j'ai décidé de choisir un petit peu mieux mes lectures et d'aller un peu plus vers des lectures qui m'attirent, je pense que ce sera le cas. Et du coup bah c'est parti, on va commencer tout de suite et je vais vous présenter les 9 livres que j'ai lus. Alors pour commencer j'ai lu Angel Fall de Suzanne E. Je sais pas si ça se prononce I, enfin c'est deux E donc j'imagine que oui, I. Que j'ai acheté il y a quelques mois déjà parce que j'avais envie de lire des histoires avec des anges, genre après avoir lu Crescent City, je me suis rappelé que j'aimais trop en fait les histoires avec des anges et en fait je sais plus exactement où est-ce que j'en avais entendu parler de Angel Fall, mais je me suis dit bah tu sais quoi, tu vas tenter parce qu'il avait des avis quand même très positifs sur Goodreads et je me suis lancée, donc c'était le premier livre que j'ai lu au mois de janvier, enfin au début du mois quoi, et franchement ce livre a été une agréable surprise. Enfin je l'ai lu super vite déjà, je l'ai lu en 2 ou 3 jours, vraiment c'était un page turner, c'est à dire qu'il me rappelait énormément Hunger Games et les âmes vagabondes et l'engouement que j'avais eu pour Hunger Games et les âmes vagabondes. Et du coup dans cette histoire on va suivre Penryn et en fait bah, elle vit dans le monde qu'on connaît voilà actuellement, sauf qu'en fait ce monde a été décimé par l'arrivée des anges, donc en fait les anges ont été envoyés sur Terre et ils sont venus un peu bah, tout détruire et prendre le contrôle de la Terre, donc en fait que ce soit les organisations gouvernementales ça n'existe plus et tout, enfin c'est un peu un monde post-apocalyptique. Du coup elle essaye de survivre un peu dans ce monde avec sa petite sœur et sa mère, en sachant que sa petite sœur est en fauteuil roulant et que sa mère est schizophrène, donc c'est un peu compliqué dans cette situation là de devoir s'occuper des deux, mais l'histoire va commencer au moment où la petite sœur de Penryn va se faire enlever par un ange et bah, pour pouvoir la retrouver, parce que vraiment sa petite sœur c'est la prunelle de ses yeux, c'est la personne qu'elle aime le plus dans sa vie, elle va devoir faire alliance avec un ange déchu pour retrouver sa sœur et du coup on va suivre bah, leurs aventures tous les deux alors que Penryn essaye de retrouver sa sœur et c'était vraiment trop bien. Comme je vous l'ai dit, ça m'a grave donné des vibes de Hunger Games et des âmes vagabondes. C'est un énorme page turner, il est pas long du tout, il fait moins de 300 pages je crois et j'ai vraiment énormément aimé ce tome, enfin ça a été une trop bonne lecture. Du coup j'ai acheté le reste de la trilogie aussi. Je sais pas encore quand est-ce que je vais lire la suite parce que quand j'en avais parlé du coup sur Instagram, Fanny l'avait lu et elle avait bien aimé le premier tome et du coup elle s'est pris aussi le tome 2 et le tome 3 et elle a pas aimé le tome 2, un peu plus le tome 3, mais je crois qu'elle avait été très déçue sur le tome 2. Du coup j'ai un petit peu peur, j'ai un peu des appréhensions, mais je lirai quand même la suite de la trilogie, surtout que c'est une trilogie qui est courte et donc qui se lit vite. Mais du coup ça a été une très bonne surprise ce livre et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on n'en entendait pas plus parler, parce que je sais qu'il a été traduit en français aussi par PKJ d'ailleurs, mais voilà, faut que je lise le reste de la trilogie pour savoir si c'est justifié que cette trilogie soit tombée dans l'oubli ou pas. Ah, et pour Angel Fall j'ai oublié de préciser que c'est du fantastique young adulte et que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, mis à part le fait que le personnage principal était vraiment très drôle et que j'ai bien aimé la dynamique entre les deux personnages, je sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire mais je le précise maintenant, c'est aussi que bah, tout ce qui est l'histoire des anges et sous, c'est vraiment d'inspiration biblique en fait, et c'est un élément que j'ai beaucoup aimé. Enfin j'aime trop retrouver dans mes livres des inspirations bibliques, enfin je sais pas, je trouve ça super cool et la manière dont c'est tourné c'est très intéressant, la manière dont c'est abordé, donc j'espère qu'on en entendra plus parler par la suite. Puis une deuxième lecture qui a été très courte mais aussi très addictive, c'était A Diary of Blood de S.T. Gibson, et ce livre là j'en ai énormément entendu parler sur les chaînes des américaines et des anglaises en fait, et notamment sur la chaîne de Pages of Hailey, et étant donné que je fais totalement confiance à ses avis lecture et la manière
manière dont elle parlait de ce livre, je me suis dit allez c'est bon, je me le prends et franchement je suis tellement contente. Je l'ai lu en lecture commune avec Eliana et on a toutes les deux passé un énorme moment et franchement au début je me disais mais est-ce que ce livre est un coup de cœur? Oui, non, oui, non. Et après, finalement, avec le recul, je me dis oui, hein, je pense vraiment que c'est un coup de cœur et il sera obligatoirement dans mes meilleures lectures de cette année parce que j'ai tellement passé un bon moment et il était tellement beau en fait ce livre. Mais du coup pour le résumer, c'est un retelling de Dracula et on va suivre l'histoire en fait de Constanta. Donc c'est raconté du point de vue de Constanta qui est la femme de Dracula. Et en fait dès la première page, c'est un livre qui est sous forme épistolaire de lettres parce qu'en fait c'est un livre qu'elle dédie justement à Dracula. Et dès la première page, elle explique qu'elle a tué Dracula et en fait à travers tout l'histoire, et bah on comprend pourquoi est-ce qu'elle a fini par le tuer. Mais c'est pas du tout un spoil hein, qu'elle l'a tué, c'est littéralement la première page du bouquin. Et ce livre était tellement beau, enfin, tellement bien écrit, mais en même temps dans la simplicité, il n'y avait pas de mots compliqués ou quoi, mais juste la poésie de ce livre était incroyable. C'est un livre qui parle de relations toxiques parce que en fait bah, Constanta elle est clairement dans une relation toxique avec Dracula puisque au moment où il la transforme, bah, elle a rien du tout. En fait, il devient quasiment son tout, son dieu. Et en fait, le mec est clairement un pervers narcissique et un manipulateur qui retourne toujours les situations en sa faveur pour la faire culpabiliser et tout, pour faire en sorte qu'en fait il soit tout ce qu'elle a dans sa vie vraiment et qu'elle ait rien d'autre. Et en fait au fur et à mesure des années, il y a des personnes qui vont rejoindre leur relation amoureuse, donc en fait on va avoir relation polyamoureuse et relation homosexuelle dans ce livre. Et franchement c'était si beau. Je l'ai déjà dit, mais c'était si beau et si poétique. Enfin, et j'ai énormément de mal à mettre des mots sur ce livre, mais vraiment, il m'a fait passer quand même par pas mal d'émotions. Et c'est clairement un livre qui est dédié aux personnes qui ont vécu des relations toxiques et qui ont réussi à s'en sortir. Enfin, c'est la dédicace de l'auteur qu'il y a au début, ce que j'ai trouvé vraiment très beau. Et c'est à l'image du livre, quoi. C'est vraiment un livre super beau, super poétique. Certes, il y a des trigger warnings, bah, du coup, évidemment, manipulation, gaslighting, etc., relations toxiques, sang. Il y a un petit peu de smut, mais en fait, en y repensant, c'est pas vraiment ce que je définirais comme du smut, mais plus c'était des scènes érotiques mais qui étaient très bien racontées en fait et qui étaient encore une fois beaucoup dans la poésie et dans la retenue. Donc voilà, je préfère préciser quand même que c'est un livre plus de 18 mais pas hardcore du tout. Et franchement il était trop bien et le seul truc probablement que je peux lui reprocher c'est qu'il était trop court et que du coup on quitte les personnages assez vite. Mais ouais, j'aurais vraiment voulu qu'il soit plus long, mais j'ai passé un très bon moment de lecture, Eliana aussi, et j'étais trop contente d'avoir fait cette lecture commune avec elle. Et bien évidemment je vous le recommande à 100%, il vaut totalement le coup. Ensuite j'ai lu The Bear and the Nightingale, je me souviens plus du tout du nom de l'autrice mais c'est une fantasy qui est inspirée de tout ce qui est mythe et folklore des pays de l'Est, y compris de la Russie. Du coup je trouvais que les prémices étaient hyper intéressantes. J'ai beaucoup vu passer ce livre dans les recommandations de livres à lire en hiver, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus il était bien noté sur Goodreads, mais malheureusement j'ai pas accroché du tout à cette lecture. Du coup pour le résumer, on suit l'histoire de Vassilia, il me semble, qui est une petite fille, enfin on la suit. Donc l'histoire commence lorsqu'elle est petite, qui est une petite fille qui est très sauvage, très nature, qui va courir dans la forêt, etc., etc., qui vit majoritairement avec ses frères, ses sœurs et son père, dont son père c'est un peu le seigneur de la région, on va dire, un espèce de baron. Et en fait, Vassilia fait rien comme il faut parce que normalement une fille, c'est censé être propre sur soi, etc., être discrète, baisser les yeux et tout, pour pouvoir trouver un bon mari. Et elle est pas du tout comme ça, elle est vraiment très très sauvage, très nature. Et en fait, la particularité de cette fille, c'est qu'elle peut voir les esprits, en fait, les esprits dans la maison, les esprits dans les forêts, etc. Sauf qu'étant donné que c'est placé dans un environnement qui est majoritairement chrétien, bah, toutes ces créatures sont considérées comme des démons et c'est pas vraiment de très bon augure de pouvoir les voir. Et donc en fait, bah, on va un peu suivre son évolution au fur et à mesure qu'elle grandit, etc. Malheureusement, j'ai pas trop accroché à cette histoire parce que j'ai trouvé ça très long. En fait, l'action commence vraiment qu'à partir de 75-80% du livre. Le reste du temps, bah...
C'est vraiment de la mise en place, mais de la mise en place pendant 80%, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Après, je sais que c'est une trilogie et que ça se suit, mais même en ayant terminé le premier tome, ça m'a pas donné spécialement envie de lire la suite. Je me suis pas du tout attachée au personnage, et en fait, même si j'ai bien compris le message que voulait faire passer l'auteur, genre l'oppression, etc., des femmes par l'église, etc., le fait qu'il faut se libérer du patriarcat, des dictates, etc., parce que c'est vraiment un truc qui revient, bon, au bout d'un moment, on finit bien par comprendre, mais baser son histoire essentiellement sur ça, bah pour moi ça a pas trop fonctionné. En fait il me manquait quelque chose parce que je voyais toutes les personnes qui avaient aimé, qui disaient que ça avait été un récit hyper magique pour elles, qu'elles avaient été complètement transportées. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai un petit peu galéré à le terminer, j'ai sauté beaucoup de pages pour finalement me rendre compte que même si je sautais les pages, bah, j'en étais toujours rendue au même moment dans le livre. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de goût, enfin si vous aimez bien tout ce qui est installation lente, histoire un petit peu onirique mais pas trop, parce que t'avais quand même beaucoup de magie qui était présente, de significations diverses et variées. Moi c'est pas trop mon style quand c'est pas trop terre à terre et que c'est pas trop expliqué. Du coup ça peut expliquer le fait que je n'ai pas accroché, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, moi c'était simplement pas fait pour moi, du coup je ne lirai pas la suite. Puis j'ai lu Les Carmidors de Olivia Gomez. C'est trop drôle que je vous en parle aujourd'hui parce que hier du coup je suis allée à sa dédicace qui a eu lieu à Paris dans le 9e à côté de Saint-Lazare. Donc en fait c'est le bookshop qui est dédié à la maison d'édition à Beta Publisher, et du coup ils ont aussi un café et tout, donc c'est vraiment trop sympa. Je connaissais pas du tout le concept, c'est très mimes, et du coup j'ai pu avoir ma petite dédicace d'Olivia. J'ai aussi eu un dessous de verre et un marque-page qui est juste magnifique. C'est un marque-page en fait où on a la carte, enfin la même carte qu'on a dans le livre, mais cette fois-ci en couleur, donc avec plus de détails, et à l'intérieur l'arbre généalogique des grandes familles en fait qu'on retrouve dans les Carmidors. Du coup pour ceux qui ne savent pas, parce que probablement si vous venez d'arriver sur ma chaîne vous ne savez peut-être pas, mais je ne fais que faire la propagande de ce livre que je décris vraiment comme un Game of Thrones, un peu plus simplifié, en beaucoup plus abordable et avec beaucoup plus de perspectives féminines. Mais en fait dans cette histoire on va tout simplement suivre des familles rivales en fait dans un royaume qui s'affrontent après avoir destitué le roi. Du coup il y a un nouveau roi qui va monter sur le trône, et principalement on suit le point de vue de la famille Carmidor en fait, qui va essayer d'étendre son influence sur la capitale, sauf qu'en fait la dernière survivante de la famille royale qu'ils ont destituée est toujours en vie et elle veut réclamer son trône, donc vraiment très Game of Thronesque, sans les marcheurs blancs, sans la magie et sans les dragons, donc pas vraiment Game of Thrones, mais c'est le point de comparaison que j'utilise principalement parce que ça se passe dans une époque médiévale et qu'on parle de familles rivales, etc. Mais vraiment j'ai toujours autant aimé ce livre, hein. Du coup je l'ai lu en lecture commune aussi, c'est moi qui organisais la lecture commune. J'ai été rejointe par 9-10 personnes il me semble, et franchement on a passé un bon moment de lecture à échanger nos impressions et tout. Il y a quasiment tout le monde qui a beaucoup aimé le livre. J'ai eu pas mal de coups de cœur aussi, du coup je suis hyper contente d'avoir pu partager ça avec vous, d'avoir pu vous faire découvrir une nouvelle lecture, d'avoir pu permettre à certaines de découvrir ce livre qui est maintenant un coup de cœur et tout. Mais moi comme d'habitude, hein, même si c'était une relecture, je l'ai toujours autant aimé. J'ai remarqué des petits détails que j'avais pas vu au début et tout, mais vraiment super top. Et je sais pas comment je vais faire pour attendre la suite parce que Olivier a dit qu'elle sortirait vers 2023 et c'est beaucoup trop long. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour survivre. Mais vraiment une lecture super. Je la recommande de tout cœur si c'est votre style de livre, que vous aimez bien un peu les fantaisies politique. Je voulais simplement préciser qu'il y a pas mal de trigger warning dans ce livre parce qu'au début du livre ils ne sont pas énumérés, c'est simplement un avertissement général, mais on peut retrouver tous les trigger warnings sur le site de l'autrice, parce qu'il y a un site qui est dédié du coup au Carmidor avec la carte, les différentes familles, etc., les personnages, tout ça, et du coup oui on retrouve pas mal de trigger warning, donc notamment agression sexuelle, viol, violence, torture, mutilation, etc. Donc vraiment toute la liste possible et inimaginable. Donc évidemment c'est réservé à un public averti quoi. Ensuite j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui est une romance hyper populaire sur les réseaux sociaux, que tout le monde a kiffé, qui est hyper bien notée sur Goodreads et tout, qui est un Reylo ship retelling. Donc Reylo c'est un ship qu'il y a dans Star Wars, voilà.
Et du coup, bah, l'autrice s'est clairement inspirée de ce chip-là pour créer son histoire. Et donc, dans cette histoire, bah, c'est un contemporain, donc une romance contemporaine. Et on va suivre l'histoire de Olive, qui est une doctorante, en fait, à l'université, et qui a pour but de trouver une manière de détecter le cancer du pancréas suffisamment tôt pour éviter que ça mène à la mort en fait des personnes qui ont un cancer du pancréas. Explication très bancale, mais vous avez compris le principe. Et en gros, dans cette université, il y a un professeur qui terrorise absolument tous les élèves parce qu'il est pas très sympa, qui les oblige toujours à refaire leurs essais, etc. Qu'il est hyper ronchon et tout, qui s'appelle Adam. J'ai déjà oublié son nom de famille. Carlsen, voilà, Adam Carlsen. Et voilà, enfin, c'est un peu le type que personne n'aime, quoi, toujours ronchon, etc. Et le truc, c'est que Olive est sortie avec un mec. Bah, après, ils se sont séparés d'un commun accord. Enfin, voilà, ils avaient pas particulièrement de points communs, c'était juste comme ça. En fait, le truc, c'est que sa meilleure amie et ce mec ont flashé l'un sur l'autre, sauf que sa meilleure amie se refuse de sortir avec ce mec parce que elle se dit qu'Olive est déjà sortie avec lui, etc. et qu'elle veut pas briser le girl code. Mais Olive, en fait, elle s'en fiche parce qu'elle avait pas de sentiment pour lui, il avait pas de sentiment pour elle et tout, et elle est vraiment contente de voir que son amie est heureuse. Du coup, pour la convaincre de sortir avec lui, elle lui dit qu'elle est complètement passée à autre chose, qu'elle sort avec un nouveau mec, etc. Et donc sa meilleure amie la croit. Sauf qu'un jour, alors qu'elle est censée être en date avec ce mec, et bah sa meilleure amie passe en fait. Et pour éviter que sa meilleure amie constate la supercherie, elle attrape le premier mec qu'elle voit, elle lui dit est-ce que je peux vous embrasser? Et elle l'embrasse, sauf qu'en fait ce mec n'est autre que le professeur hyper ronchon et hyper chiant que tout le monde déteste. Et du coup tous les deux d'un commun accord se disent qu'ils vont faire semblant de sortir ensemble parce que lui ça l'arrange parce qu'il a besoin de fonds de la part de l'université, mais l'université pense qu'il va partir et du coup a bloqué ses fonds, et il pense que du coup si l'université sait qu'il a une copine, etc., bah ils sauront qu'il n'est pas prêt de déménager et de partir, et ils dégèleront ses fonds, et elle du coup ça lui permet d'avoir une couverture auprès de sa meilleure pote. Et du coup bah, les deux commencent à sortir ensemble, etc., etc. Je vais pas m'appesantir plus en détail sur ce livre parce que j'en ai déjà parlé assez longuement dans ma vidéo sur les 5 romances, et franchement ça a vraiment pas été une bonne lecture pour moi. Il y a absolument rien que j'ai aimé dans ce livre. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas particulièrement aimé la romance, ni compris pourquoi est-ce qu'ils étaient tombés amoureux l'un pour l'autre. Pour moi ça ne faisait pas particulièrement sens. Le fake dating trope, c'est pas pour moi. Il y a certaines scènes qui étaient beaucoup trop gênantes parce que tout leur rapprochement a été initié par la meilleure amie de Olive, et c'était vraiment trop gênant, genre vraiment trop gênant. Bref, il y avait rien qui allait pour moi de A à Z dans ce livre, malheureusement. C'était clairement pas un livre qui était fait pour moi, quoi. Mais après c'était très drôle parce que j'ai pu échanger mes commentaires là-dessus avec Fanny, on a bien rigolé, mais c'était clairement pas fait pour moi. Puis du coup j'ai lu The Bromance Book Club qui m'avait été recommandé par Sarah et par Eline, et franchement j'avais un petit peu des appréhensions, je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer, mais dès la première page je me suis dit bon ok, je sens que je vais beaucoup rire dans ce livre. Et donc dans ce livre on suit l'histoire de Gavin, qui est un joueur de baseball en ligue professionnelle et qui apprend qu'en fait sa femme veut divorcer, sauf que lui bah, il aime encore sa femme et il veut pas du tout divorcer, et en fait il essaie de la reconquérir, et pour ce faire il va intégrer un espèce de book club en fait qui regroupe des hommes qui ont tous à un moment donné de leur vie failli perdre leur femme, et en fait qui ont appris à reconquérir leur femme en lisant des livres de romance historiques pour apprendre à devenir de meilleurs maris, de meilleurs amants, etc., etc. Et c'était vraiment super drôle. Encore une fois j'en parle dans ma vidéo sur les 5 romances que j'ai lues, mais c'était vraiment hyper drôle, c'était une romance super chill. J'ai bien compris pourquoi est-ce que les filles avaient bien aimé. J'ai détesté le personnage féminin principal parce que c'était un point de vue alterné. Un chapitre sur deux c'était du coup le mari, et l'autre chapitre c'était la femme. Je l'ai absolument détesté, genre vraiment. Sa sœur, je pouvais pas me la saquer non plus, mais par contre les mecs du book club étaient tellement drôles. Pareil, Gavin c'était un golden retriever et c'était vraiment super intéressant en fait. Enfin déjà le concept en lui-même est super intéressant et super original je trouve, mais c'était également très drôle, genre vraiment je me tapais de vraies barres, et ça abordait quand même des sujets qui étaient importants au sein d'un couple d'après moi. Donc voilà, franchement très sympathique cette lecture, je vous la conseille. Du coup c'est de la romance adulte, hein, donc encore une fois plus de 18 et tout, voilà, je préfère prévenir. Du coup j'avais complètement oublié de l'intégrer parce que je l'ai dit NF et que du coup il est pas dans mon récapitulatif Goodreads, mais j'ai lu The Deal de Elle Kennedy.
inédit et c'était une catastrophe. Enfin, ce livre était un cauchemar. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar personnel. Il n'y avait rien qui allait du début à la fin, que ce soit l'écriture, que ce soit l'intrigue, que ce soit les personnages. C'était rempli, mais bourré de clichés, sexistes as fuck et tout. Et pour un livre qui a été écrit en 2016, je trouve ça vraiment outrageant. Les avis sur Goodreads non plus, je ne les comprends, mais alors pas du tout. Je comprends pas, genre vraiment pas. Et ouais, non, franchement, j'ai arrêté à 30%. Genre, je me suis dit, t'es assez forte pour aller jusqu'à la fin, mais je me suis dit, pour préserver ma santé mentale, il fallait vraiment que je l'arrête. Et heureusement que je l'ai arrêté, parce qu'apparemment, la suite était encore pire. Mais clairement, un énorme cauchemar, ce livre. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo, parce que j'en parle avec beaucoup plus de détails, mais c'est pas du tout un livre que je recommanderais du coup. Je passe à l'avant-avant-dernier livre. J'ai reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse et Nathan Concrète Rose d'Angie Thomas, qui est en fait le préquel de The Hate You Give, dont je vais vous parler juste après. Et du coup, dans The Hate You Give, on va suivre l'histoire de Maverick, qui est un jeune adolescent qui a 17 ans et qui va apprendre qu'il va devenir papa, ce qui est un vrai choc pour lui parce que déjà il est un peu paumé dans sa vie, il sait pas trop ce qu'il va faire, il a un pied dans les gangs, son père est en prison et tout, donc c'est un peu compliqué, il sèche déjà énormément les cours et tout, donc avec un bébé ça ne va absolument rien arranger. Et en fait j'aurais pas du tout parié sur ce livre parce que de base moi je vais pas spontanément vers les contemporains, et finalement j'ai passé un moment de lecture mais incroyable, enfin c'était vraiment trop bien. Il y a une partie du coup où je lisais en papier quand j'étais chez moi, et quand j'étais dans les transports j'écoutais l'audiobook donc en anglais, et franchement le narrateur de l'audiobook est excellent, enfin c'est un des meilleurs audiobooks que j'ai écouté de ma vie, que ce soit les intonations, les changements de voix, etc. C'était génial, et franchement ce livre était super parce que je l'ai trouvé super drôle, genre vraiment, clairement je me tapais des énormes barres dans le RER et les gens me regardaient mal dans le RER, mais je pense que ça c'était tout le mois de janvier parce que je lisais beaucoup dans les transports, mais celui-ci particulièrement, genre je gloussais littéralement dans mon lit et ma mère elle passait la tête comme ça par la porte pour me regarder et pour me dire mais pourquoi tu rigoles toute seule, parce que vraiment je me tapais des barres. Et en fait le truc c'est que ça aborde des sujets hyper importants je trouve du point de vue de Maverick, parce que c'est un adolescent qui est noir, qui vit dans un quartier majoritairement noir aussi, où c'est très par rapport aux drogues, aux gangs, etc. Du coup il s'est construit une image de ce qu'un homme devrait être, de ce que la masculinité devrait être, qui est fausse en fait. Du coup ça parle énormément de masculinité, pardon, je vais y arriver, toxique, du fait de déconstruire ça, par exemple le fait qu'il s'autorise pas à pleurer même lorsqu'il est en deuil, parce qu'il dit qu'un homme ça pleure pas, mais finalement il apprend que si, en fait un homme ça a clairement le droit de pleurer, donc ça déconstruit totalement tous ces mythes, et ça aborde donc comme j'ai dit le sujet de la masculinité toxique. Ça parle aussi énormément de famille, parce que il y a la famille qui est clairement au cœur de ce sujet, l'amitié aussi, le deuil, et en fait juste le fait d'être un adolescent, d'être un adolescent papa qui doit s'occuper à temps plein d'un bébé et tout, certes avec l'aide de sa mère, mais c'est essentiellement lui qui fait tout, comment subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et franchement c'était un très beau livre, et j'ai trouvé que la signification, tout ce qui était le message derrière était vraiment très beau, et franchement ouais j'ai passé un très bon moment. Et en fait le truc c'est que même si Maverick il enchaîne conneries sur conneries sur conneries, j'arrêtais pas d'envoyer des vocaux à Elodie Haute pour lui dire mais comment ce mec fait pour se mettre dans des problèmes, genre à chaque fois, vraiment toujours dans les problèmes, toujours dans la sauce, c'est super drôle, mais tu te dis mais mec, mais enfin réfléchis 2 secondes, qu'est-ce que tu fais quoi. Mais du coup je trouve que il est hyper attachant d'un côté, même s'il fait des trucs complètement cons, et vraiment dans ce livre on a tout, comme j'ai dit, ça traite du deuil, du fait de grandir, de se construire en tant qu'homme, et aussi le fait que Maverick il veut faire les choses bien en fait, devenir quelqu'un de bien et tout. Mais globalement en fait c'était hyper intéressant de suivre tous ces struggles et tout, parce qu'il fait partie d'un gang, mais d'un autre côté il a envie de quitter et de faire les choses bien, sauf qu'en fait tu sors pas d'un gang comme ça en disant bon les gars c'était sympa mais maintenant je vais y aller hein. Ça se passe pas du tout comme ça, du coup évidemment c'est difficile. On a aussi de la romance dedans, un petit peu de romance que j'ai trouvé vraiment très très chou, et plein de choses en fait qui sont propres à l'identité, et voilà.
Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais franchement, je pense que c'est une super bonne lecture. Je vous conseille totalement de le lire. Et je pense que je l'ai autant apprécié parce que je pensais que ça allait plus parler de racisme. Et moi, généralement, les fictions avec des personnages, enfin, peu importe que ce soit des personnages noirs ou des personnages non noirs d'ailleurs, des personnages asiatiques ou autres minorités qui font face à du racisme, c'est vraiment pas mon kiff parce que ça me fait trop mal. Et c'est déjà trop proche de ma réalité en fait. Et en fait, là, ça abordait le sujet en fait, mais c'était vraiment un sujet sous-jacent et c'était pas du tout le cœur de l'histoire comme ça l'était dans The Hate You Give, et ça doit probablement être pourquoi j'ai autant apprécié ce livre. Mais ouais, franchement je vous le recommande à 100%, c'était une excellente lecture et si vous pouvez choper l'audiobook aussi, bah franchement faites-le parce que l'audiobook en anglais est gold. Avant-dernier livre, The Hate You Give de Angie Thomas, donc toujours la même autrice, qui est sorti en édition pocket du coup là chez PKJ, qui a été un énorme succès genre vraiment aux États-Unis et en France ça a été un best-seller ce livre. Il a également été adapté en film, j'ai pas vu le film mais voilà je sais qu'il y a eu un énorme succès. Au début j'étais pas trop chaude pour lire ce livre parce que je savais déjà de quoi ça allait parler, comme je vous ai dit ça me fait mal en fait, du coup voilà, mais finalement même si j'étais assez réticente, j'ai quand même bien aimé cette lecture parce que j'en ai quand même tiré pas mal de points positifs. Dans cette histoire on va donc suivre Star qui est une adolescente noire de 16 ans qui va en fait malheureusement assister au meurtre d'un de ses meilleurs amis d'enfance par un policier blanc pendant un contrôle de police. Du coup étant donné que Star c'est un témoin clé et le seul témoin dans cette histoire, bah, elle va un peu être plongée au cœur de cette frénésie, au cœur de cette affaire, etc. Parce qu'évidemment bah, les gens sont très en colère et ils veulent obtenir justice et tout. Et du coup, bien évidemment, ça fait totalement écho au climat social et aux choses qui arrivent très très fréquemment aux États-Unis, mais également en France, ne l'oublions pas. Et en fait, ce livre m'a beaucoup rappelé The Black Kids, même si j'ai trouvé ce livre bien meilleur, parce que ça a clairement pour le but de mettre mal à l'aise en fait, et d'initier les personnes en fait aux problématiques sociales qui ne les concernent pas du tout. Et j'ai trouvé ça super cool en fait de pouvoir permettre à travers la fiction, même si c'est un truc qui arrive tous les jours, bah, du coup dans le quotidien des personnes noires, de permettre à d'autres personnes de pouvoir comprendre en fait, peut-être pas tout comprendre, mais de pouvoir avoir un aperçu assez global et de se mettre à la place de l'autre parce que bah, la compassion c'est vraiment la clé. Le truc avec le personnage de Star, j'ai pas particulièrement aimé son personnage, hein, je l'ai trouvé très très chiante à certains moments, mais ce qui est intéressant avec son personnage c'est qu'il y a une certaine dualité parce que étant donné qu'elle habite bah, dans le même quartier que là où son père avait habité, donc avec les guerres de gang, etc., la drogue, tout ça, elle va dans une école en fait de l'autre bout de la ville, donc bah, dans une école bah, à majorité blanche, riche, etc., une école privée parce que ses parents veulent lui donner une meilleure éducation. Et du coup le truc c'est qu'elle doit un peu se dédoubler et changer de personnalité, c'est-à-dire ne pas être trop blanche dans son quartier, mais ne pas non plus être trop noire au lycée pour pas être catégorisée comme la angry black woman ou vraiment la meuf du ghetto et tout. Du coup elle a un peu cette dualité et tout, et ces deux mondes qui sont cloisonnés et qui ne se croisent jamais parce que bah, ses amis de l'école, ses deux meilleurs amis par exemple de l'école connaissent pas vraiment son monde de tous les jours, et pareil les gens de son monde de tous les jours ne connaissent pas bah, tout comment elle est quand elle est à l'école et tout, même si bon il n'y a pas un flip de personnalité, mais voilà c'est pas la même chose quoi. Donc ça c'était hyper intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui était l'aspect famille, amitié et tout, parce que ça aussi c'est très mis en avant en fait dans le livre, et du coup ça aborde également le deuil étant donné que bah, Star elle a assisté à un événement qui est très traumatique, donc voilà on assiste aussi à son trauma, etc. Il y a aussi de la romance dans ce livre parce que ça évoque la manière dont elle doit gérer sa relation étant donné qu'elle sort avec un jeune garçon qui est blanc et que bah, son père ne le sait pas forcément et tout, et qu'elle a un peu peur de l'annoncer à son père, même si le reste de sa famille, enfin ils s'en foutent, ils sont complètement ok avec ça et tout. Le fait que son oncle bah, du coup ce soit un policier et que pour elle bah, évidemment tous les policiers ne sont pas mauvais, mais elle sait qu'il y en a quand même une grande majorité qui ont des préjugés racistes envers les noirs et tout et tout. Enfin bref, c'était quand même pas mal complet sur les problématiques qui étaient abordées. Je trouvais que c'était bien fait, il y avait certains passages qui étaient très très drôles. J'ai aussi beaucoup aimé retrouver des personnages qu'on avait dans Concrete Rose, parce que moi j'ai lu Concrete Rose en premier et The Hate You Give après. Du coup pour les gens qui ont commencé par celui-ci, vous pourrez apprendre bah, la signification des prénoms et tout. Bah, si vous lisez Concrete Rose vous comprendrez, mais du coup moi j'ai lu un petit peu à l'envers mais plus dans l'ordre, et bah c'est sympa de retrouver certains personnages, de comprendre la signification, etc. Mais vraiment pour moi c'est vraiment un livre d'apprentissage, notamment les moments entre Star et son
son père en fait qui lui apprend plein de choses et qui évoque bah du coup le nom en fait du livre qui est The Hate You Give, qui est en fait inspiré de Thug Life de Tupac. Et enfin voilà, t'as une signification, une symbolique derrière qui est hyper importante, qui est hyper belle. Et en fait vers la fin du roman j'étais clairement en larmes alors que je m'étais dit je vais clairement pas pleurer, mais en fait si, parce que en fait j'ai tellement aimé cet aspect vers la fin qu'il y avait de solidarité dans le quartier, malgré le fait que c'est extrêmement dur, que les gens sont pauvres et tout, qui vivent dans la précarité, bah ils s'entraident quand même tous. Et l'aspect famille, amitié et tout, et la dédicace en fait à la fin à tous les hommes, tous les jeunes hommes noirs qui ont été tués par la police et tout. Bon c'est bon, c'était pour m'achever, donc bien évidemment j'étais en train de chialer, mais ouais en fait dans tout ce qui est aspect apprentissage et tout, je pense que c'est un bon livre quand on veut commencer à s'éduquer. Donc clairement si vous l'avez pas encore lu, eh bien n'hésitez pas, il est en format pocket à 7,95 €. Et enfin, pour terminer, je suis en train de lire, je l'aurai terminé dès demain je pense, Ray Bearer de Jordan Ifueko, qui est mes gold. Déjà premièrement, regardez la couverture, elle est vraiment super jolie. J'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis cet été je crois, et genre là Elodie Eudes elle m'a dit bah t'as envie qu'on se fasse une lecture commune? Je lui ai dit ouais franchement chaud, et du coup je me suis dit bon tu sais quoi, on va faire une lecture commune sur Ray Bearer, elle était chaude aussi, donc voilà on va faire un débriefing dessus, également sur The Hate You Give et Concrete Rose, étant donné on l'a toutes les deux lu, enfin elle va lire The Hate You Give juste après. Et franchement ce livre est trop bien, enfin déjà quand je l'ai commencé et quand j'ai avancé dans l'histoire j'étais en mode mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler de ce livre? Je sais que ça a été un best-seller genre aux États-Unis et tout, mais je me dis il faut absolument qu'il soit traduit en France parce qu'il est vraiment super original. Et quand je vous dis que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler, je comprends vraiment pas, parce qu'il est vraiment trop bien. Dans ce livre on suit l'histoire de Tarissaï. Au début de l'histoire elle a 8-9 ans je crois, et en fait elle a toujours vécu un peu dans une cage dorée, à l'écart de tout le monde, avec seulement ses tuteurs, ses institutrices, etc. et les servantes qui s'occupaient d'elle. Et en fait, bah, elle est complètement seule, elle a pas d'amis de son âge, elle a pas de famille, elle a seulement bah, sa mère, une femme qu'on appelle de Lady, qui vient la visiter de temps à autre, mais elle connaît pas du tout l'amour maternel, l'amour des autres et tout et tout. Et en fait, elle va apprendre plus tard que toute son éducation a été faite dans le seul but qu'elle aille rejoindre la capitale et qu'elle rejoigne le cercle fermé du prince, en fait, le fils de l'empereur, pour le tuer. Donc ça c'est la mission que lui a donnée de Lady, et en fait elle peut pas se dérober à sa mission parce qu'il y a de la magie qui est impliquée dans l'histoire, ce qui fait que bah, quand de Lady lui donne cet ordre là, bah, elle est obligée en fait, malgré elle son corps réagit tout seul et prend le dessus. Et donc elle va être envoyée à la capitale dans le but de rejoindre le cercle privé du prince, parce que ce soit pour l'empereur ou le prince, ça s'organise de la même manière. Il y a plein d'enfants de toutes les régions du royaume qui arrivent et tout, et pour devenir amis avec le prince. Et en fait s'ils résistent au pouvoir du prince et qu'ils ont des affinités avec le prince et qu'ils s'aiment bien, etc., ils vont rejoindre le cercle du prince et ils vont vivre en fait tous ensemble bah, jusqu'à leur mort en fait, et constituer le cercle privé du prince. Donc c'est une organisation politique qui est vraiment hyper intéressante. Et donc bah Tarissaï elle va rejoindre ce cercle, et en fait c'est très particulier parce que ils sont tout le temps ensemble, ils grandissent ensemble, etc. Et il y a des liens très spéciaux qui se forment entre eux, et des liens bah vraiment très très forts, qui fait que même s'ils s'éloignent les uns des autres et tout, ils tombent malades et tout, et il y a vraiment beaucoup d'amour et entre tous les membres du conseil. En fait bah Tarissaï elle se rend compte que c'est clairement ce qu'elle veut, parce qu'elle a jamais eu de famille, et tout cet amour fraternel bah c'est tout ce qu'elle a voulu pendant toute sa vie quoi. Et franchement c'est hyper intéressant, que ce soit du point de vue politique, la construction politique, surtout qu'on a des messages derrière de tout ce qui est assimilation, effacement des cultures pour pouvoir s'intégrer et tout, parce que bah dans ce livre c'est un empire, mais chaque région en fait bah, a des particularités, des coutumes et tout et tout. En fait le but de l'empereur et de son conseil c'est vraiment d'unifier et que toutes les cultures soient effacées pour devenir une seule culture. Du coup bah on a un énorme message par rapport à ça. L'organisation politique est super intéressante, le système de magie est super intéressant, parce qu'en fait bah chaque personne du coup qui va avoir un don, bah un don, et par exemple le don de guérison, le don de pouvoir toucher un objet et de voir son passé, etc.,
etc. Le don de pouvoir voir les faiblesses autour des gens. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant et l'histoire même, je la trouve super cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Au début, je pensais que c'était simplement un middle grade, mais en fait non, parce qu'on suit Tarisei en fait qui grandit au fur et à mesure et c'est hyper intéressant de suivre son évolution et tout, les relations avec du coup les autres membres du conseil et c'est vraiment super comme livre parce qu'il y a tout dedans en fait. Vous avez un système de magie hyper original, de la politique sans que ce soit trop lourd, de la romance, de l'amitié, la découverte de soi et tout, enfin c'est trop bien, vraiment super. Comme je le dis, j'espère vraiment que ce livre sera traduit en français. J'ai trop hâte de le terminer, il me reste environ 100 pages. Et c'est une duologie, donc il y a juste un tome 2 que je vais m'empresser d'acheter pour pouvoir lire la suite. Mais très clairement, même si je ne l'ai pas encore terminé, je vous le recommande à 100%. Il est trop bien. Et voilà tout le monde, c'est tout pour mes lectures du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement moi j'ai passé un super mois de lecture. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça sur le reste de l'année. Mais ouais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, s'il y a des livres qui vous intéressent, etc. Si vous avez participé aux lectures communes et que vous êtes là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et ouais du coup si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire et tout, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.